Alors, sur les infections d'origine alimentaire, pour vous donner une idée de ce que ça donne en Europe, ça c'est les statistiques qui sont faites par l'Agence européenne, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. En tête, une bactérie que vous connaissez peut-être moins que la deuxième, qui s'appelle Campylobacter, qui est responsable des campylobactérioses, qui est une bactérie qu'on travaille beaucoup dans notre laboratoire, parce qu'on en trouve notamment pas mal dans les volailles, qui représente à peu près 200 000 cas déclarés par an en Europe. Alors, quand on dit 200 000 cas déclarés, ça veut dire probablement entre 2 et 10 millions de cas, hein, parce que tout n'est pas déclaré. Quand vous allez chez le médecin avec une diarrhée, c'est assez rare qu'il vous fasse une coproculture pour faire un diagnostic, pour savoir quelle bactérie vous infecte. Alors pourquoi ? Pour faire des économies pour la Sécu d'une part, et parce que de toute façon, vous ne serez pas mieux soigné. En général, une campylobactériose, ça soigne avec des mesures complètement hygiéniques, éventuellement un antiseptique intestinal, surtout pas d'antibiotiques, parce que ça va sélectionner des bactéries résistantes, et ça passe généralement en 3-4 jours maximum tout seul. Donc ce n'est pas la peine non plus de faire beaucoup de frais. Bon, par contre, certaines sont un peu plus graves, sont diagnostiquées, vont donner lieu à des traitements, donc c'est plutôt ceux-là qu'on a là. Mais c'est un effet un peu minorant en fait, du nombre de cas. Le deuxième malfaiteur, c'est les salmonelles, qui provoquent les salmonelloses. C'est à peu près 90-100 000 cas par an. Ça a bien baissé, hein, c'était 200 000 il y a moins de 10 ans. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a fait dans les filières animales, notamment en volaille, pour améliorer l'hygiène des élevages, mieux contrôler les élevages, qui a fait qu'on est passé de 200 000 à 100 000 en moins de 10 ans. Il faut le dire aussi, de temps en temps, on a quelques beaux succès, même si 100 000, c'est encore trop. Ensuite, c'est les Escherichia coli responsables de... Alors, vous avez peut-être entendu parler d'O157H7. Alors, VTEC, ça veut dire vérotoxine Escherichia coli. Vérotoxinogène Escherichia coli, c'est un Escherichia coli qui produit une toxine particulière qui va attaquer le rein, en fait, et provoquer des syndromes urémiques hémolytiques, notamment chez les jeunes enfants. Donc, c'est une maladie très grave. C'est 5600 cas par an. Là, par contre, on a les 5600 cas, c'est presque exhaustif parce que tous les enfants qui ont ça sont diagnostiqués, parce que c'est vraiment une maladie très grave, souvent qui conduit à des hospitalisations, qui peut être mortelle dans certains cas, j'en citerai un exemple. L'hystéria, c'est pareil, on a une vue assez exhaustive de ce qui se passe dans la plupart des pays d'Europe, c'est 1600 cas, et puis après d'autres bactéries ou d'autres virus qui sont moins... Alors, il manque sur ce schéma probablement la première cause de toxi-infection qu'on ne diagnostique que très rarement, c'est toutes les toxi-infections virales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait pas très bien détecter les virus dans les aliments, parce que c'est vraiment rechercher une aiguille dans une botte de foin, que la présence du virus lui-même n'est pas forcément signe que l'aliment est dangereux, qu'il faut être capable de les quantifier et que c'est un peu compliqué. On commence juste là à avoir quelques méthodes qui permettent de le faire. Par contre, un virus dans un aliment, on a eu un cas en Allemagne il y a 2 ans maintenant, avec des fraises. Ils avaient préparé des tartes aux fraises pour la restauration collective, une grande chaîne de restauration collective, avec des fraises qui venaient de Chine, qui étaient contaminées par un virus qu'on trouve dans les matières fécales. Hein. Bon, ça a été contaminé au moment de la cueillette probablement, ou avec des engrais par des matières fécales. Et ce virus a été responsable de 60 ou 70 000 cas chez des enfants, parce que c'était dans des cantines scolaires. Donc ça peut être rapidement très, très embêtant. Par contre, ce n'est pas très grave. En général, c'est quelques jours de diarrhée, petite fièvre, et ce n'est pas très grave. Mais c'est une cause de toxi-infection. Alors, ce qu'on peut retirer de ça, c'est que ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui sont touchés par ces toxi-infections, ça reste assez important. Qu'on sous-estime les virus, comme je viens de le dire, et que souvent on pense que les bactéries pathogènes, c'est uniquement celles qui viennent des animaux et que c'est la viande ou le poisson qui vont nous contaminer. Alors le poisson plutôt moins que la viande déjà, parce qu'il y a un peu moins de pathogènes communs entre le poisson et l'homme et qu'entre les animaux mammifères ou oiseaux et l'homme. Et ces produits d'origine animale sont extrêmement bien surveillés et font l'objet de beaucoup d'analyses. Par contre, ce qu'on voit depuis quelques années, alors probablement parce que c'était moins surveillé, peut-être parce que les techniques de culture ont changé, c'est la montée des produits d'origine végétale dans les toxi-infections alimentaires. Je vais vous citer tout de suite l'exemple des graines germées qui ont provoqué presque 4000 cas de colibacillose avec des syndromes urémiques hémolytiques en Allemagne en 2011. Je vais en parler tout de suite, où il y a eu près de 50 morts, donc c'est quelque chose de grave, hein, vraiment. Des fraises aux USA qui étaient aussi contaminées par Escherichia coli, des poireaux et des pommes de terre au Royaume-Uni, toujours avec des Escherichia coli, du melon aux États-Unis, du melon découpé, hein, pas du melon entier, mais du melon découpé, emballé en sachet,
qui a été contaminé par une listeria, il y a eu 23 décès. Donc voilà, on commence à voir des produits végétaux qui apparaissent. Alors, je vais parler des Escherichia coli pour dire qu'est-ce que c'est qu'un Escherichia coli. C'est ce qu'on appelle les colibacilles, en fait. Ce sont des bactéries que vous avez dans votre tube digestif, forcément. Personne n'y échappe. On en a à peu près 1 million par gramme de matière fécale ou de matière intestinale. Et on en trouve chez à peu près tous les animaux à sang chaud, même chez les animaux, enfin les serpents, les reptiles, etc. On en trouve à peu près partout des Escherichia coli. Ils sont responsables de quelques pathologies extra-intestinales. On peut avoir des méningites, on peut avoir des pneumonies, des infections urinaires, mais surtout de pathologies intestinales. Et puis dans ces Escherichia coli, il y a ceux qu'on appelle les VTEC ou les STEC aussi. Alors c'est pas parce qu'on les trouve préférentiellement sur les steaks, même si on les trouve préférentiellement sur les steaks hachés. Steak, ça veut dire Shiga toxine et Escherichia coli. C'est parce qu'ils produisent une toxine qui s'appelle la Shiga toxine, qu'on appelle STX nous, et qui provoque ces syndromes urémiques hémolytiques. En fait, c'est une toxine qui va s'attaquer au rein, en fait, et qui va détruire le rein. Et c'est surtout pour ça qu'ils sont embêtants. C'est pas tellement la diarrhée initiale qui est embêtante, c'est la toxine qui va être produite et qui va s'attaquer au rein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette épidémie Alors, il y a d'autres, avant de passer à l'épidémie allemande, il y a d'autres Escherichia coli qu'on appelle les EHEC, qui sont des Escherichia coli producteurs de Shigatoxine qui sont en plus entéro-hémorragiques. EH, c'est entéro-hémorragique, donc qui provoquent des hémorragies intestinales, donc qui sont encore plus graves. Et c'est ceux-là, de fait, qui vont provoquer les syndromes urémiques hémolytiques. En fait, ils ont d'autres gènes qui vont faire que c'est un petit peu plus dangereux. Et donc, on a des souches typiques qui ont des noms de code au 157H7, au 26H11, etc. Et puis, quelques souches atypiques dont je vais parler tout de suite. Et ces Escherichia coli viennent de l'intestin des animaux à sang chaud, en particulier des mammifères. Et la plupart, le problème de ces bactéries, c'est qu'elles sont souvent pas pathogènes pour les animaux, mais pathogènes pour l'homme. Donc on ne voit pas que l'animal est malade, il n'est pas malade de fait, mais il porte cette bactérie. Et par exemple en France et en Europe en général, on peut avoir, selon les enquêtes, entre 20 et 80% des bovins qui peuvent porter ces Escherichia coli. Alors, vous allez me dire, on ne mange pas le tube digestif des bovins. Mais au moment où on enlève le cuir, il peut y avoir un peu de matière fécale sur le cuir, il y a quelques poussières qui vont se déposer sur la carcasse, qui peuvent aller sur la viande. Tant que ça reste à la surface de la viande, pas de problème. Parce que le steak, a priori, vous allez le consommer cuit, et vous allez poêler la surface, et les températures en surface qui sont atteintes sont largement suffisantes pour détruire ces Escherichia coli. Le problème, c'est les steaks hachés. Pourquoi ? Parce que quand vous broyez de la viande, la surface de la viande passe à l'intérieur. Et vous avez en profondeur une contamination qui était initialement en surface. Si vous mangez le steak haché cru, en tartare, ou mal cuit, saignant, vous avez un risque que la contamination de surface soit passée en profondeur et qu'on ait cette bactérie présente dans votre aliment. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si vous avez de jeunes enfants qui peuvent manger du steak haché, il vaut mieux le manger bien cuit. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout de suite avec un peu d'avance, mais on a effectivement ce risque de faire passer la contamination de surface en profondeur, notamment avec le steak haché. Alors comment les végétaux peuvent se contaminer ? Eh bien, ils peuvent se contaminer parce que dans le cas des graines germées en Allemagne, c'était des graines bio qui étaient donc fertilisées avec du fumier, par exemple, et on peut avoir dans le fumier pendant plusieurs mois survie de ces bactéries pathogènes qui vont contaminer la surface des végétaux, la surface des graines, là, dans le cas des graines germées. Par exemple, on a eu le cas des fraises aux États-Unis, contaminées par Escherichia coli. C'était des déjections de cerfs, en fait, c'était des fraises de plein champ. Et les cerfs venaient manger des fraises de temps en temps, parce qu'ils aiment ça aussi. Et puis, ben, voilà, on avait des Escherichia coli dans les déjections de cerfs, et ça a contaminé les fraises. On peut avoir aussi de l'eau d'irrigation qui est contaminée, surtout dans les pays en voie de développement. Chez nous aussi, c'est possible, mais plutôt dans les pays où on a peu d'égouts, par exemple, d'installations pour traiter les eaux usées. Et donc, on va avoir une contamination de surface des végétaux. Et on a eu comme ça avec une autre bactérie, enfin toujours un Escherichia coli qui s'appelle O104H4, un gros problème en Allemagne avec près de 4000 cas humains, avec près de 50 morts, 800 cas de syndrome urémique hémolytique. Alors, ça ne vous parle pas beaucoup comme ça, mais c'était dans une région, la région de Hambourg principalement.
Dans une région comme ça, où il y a une grande ville, le nombre de lits de dialyse est très faible. On n'a pas énormément de personnes qui sont dialysées. On va avoir quelques dizaines ou quelques centaines de lits de dialyse. Quand vous avez d'un coup 800 personnes qui, pour leur traitement, ont besoin d'être dialysées, ça pose un vrai problème de santé publique. Et au-delà des décès, bon, 50 morts c'est beaucoup, c'est la paralysie du système de santé qui est inquiétante. C'est qu'on ne peut plus réagir, on ne peut plus traiter les malades parce qu'on n'a plus assez d'infrastructures hospitalières pour les traiter, parce que on sait traiter des insuffisants rénaux quand il n'y en a pas plus que ce qui est la moyenne de la population normale. Quand on a un pic comme ça, c'est difficile à traiter. Alors pourquoi cette bactérie était dangereuse? C'est typiquement le mécanisme d'une émergence. Au départ, cette bactérie, c'est une souche de Tourista. Donc une bactérie qui provoque une diarrhée pas grave, mais très fréquente chez les gens qui n'ont pas d'anticorps contre cette bactérie. La particularité des Escherichia coli de Tourista, c'est qu'ils s'accrochent très bien sur le tube digestif. Et donc ça peut durer, normalement, quand c'est un O157 classique, ça dure 3-4 jours la diarrhée. Là, c'est des diarrhées qui peuvent durer 7 jours. Et cette bactérie de Tourista, elle a récupéré des gènes, probablement dans un tube digestif de bovin. Elle a récupéré les gènes de bovin d'un colibacille de bovin, avec le gène de la toxine qui provoque les syndromes urémiques hémolytiques. Au passage, elle a récupéré des gènes d'antibiorésistance, ce qui nous a permis de la reconnaître facilement. Et tous ces échanges de gènes entre bactéries a fait qu'on a fait une espèce de combinaison explosive. La nature a fait une combinaison explosive et qu'on a eu cette souche qui à la fois était persistante, qui s'accrochait au tube digestif et qui produisait cette toxine. Ce qui fait qu'elle a eu le temps, avant de rendre les gens malades, de produire beaucoup de toxines. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de malades, et pas seulement chez des jeunes enfants, mais plutôt d'ailleurs chez des adultes qui sont d'habitude beaucoup moins sensibles à cette toxine. Et l'autre truc, c'est qu'on a détecté très tardivement, vous savez, c'est l'affaire du concombre, où les ministres allemands ont dit c'est les concombres espagnols qui sont contaminés. En fait, les concombres espagnols, ils étaient pour rien du tout. Et ils ont communiqué un peu trop vite. Et en fait, c'était des graines germées de fenugrec qui étaient utilisées comme condiment pour décorer les salades. Donc les gens n'ont pas forcément identifié qu'ils avaient mangé ça, parce que quand vous allez manger une salade de tomates, vous ne pensez pas à dire qu'il y avait quelques graines germées dessus, quand on vous interroge au téléphone. Et on a eu quelques cas en France, parce qu'il y avait une école à côté de Bordeaux qui avait acheté des graines comme ça, du même fournisseur, parce que le fournisseur, il était égyptien, et puis les graines, elles ont été disséminées... C'est les bienfaits de la mondialisation aussi. Elles ont été disséminées en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Hollande, en France, etc. Donc ils ont été... là, c'était des graines qu'ils avaient achetées chez Truffaut. Ils ont fait des graines germées pour la fête de l'école. Et puis, manque de chance, il y a leurs parents qui ont été malades. Mais à mon avis, les enfants avaient fait exprès. Ils voulaient se débarrasser de leurs parents. Ils n'ont pas réussi. On n'a pas eu de décès en France. Donc après, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comment cette bactérie, elle a pu résister sur des graines qui, avant d'être germées, sont des produits très secs, où les bactéries ont du mal à résister. Alors, il y a des tas de choses qui se passent de coopération entre bactéries pour la survie. Il y a des bactéries qui survivent à la surface des graines. Ce ne sont pas des produits stériles. Et probablement qu'il y a des mécanismes de protection de ces bactéries qui ont dû protéger ces Escherichia coli en même temps. Après, par contre, la germination, elle se fait à température assez élevée, avec beaucoup d'humidité. Là, c'est très favorable aux bactéries. Donc, au moment de la germination, ça fait complètement exploser la quantité de bactéries. Donc, voilà comment ça s'est passé. Un deuxième exemple, si j'ai un peu de temps, 5 minutes encore. Un deuxième exemple, c'est sur une maladie sur laquelle on travaille beaucoup ici, nous, au laboratoire, qui est le campylobactère. Alors, j'ai baptisé ça maladie du week-end ou du barbecue. Pourquoi? Parce que cette bactérie, d'abord... Première chose à remarquer, c'est qu'elle est très jolie. D'habitude, une bactérie, c'est un bâton tout droit ou un rond. Cette bactérie, elle est spiralée, en fait. Nous, on la trouve très jolie. Après, ça, c'est de l'esthétisme de bactériologiste. Une de ses autres caractéristiques, c'est qu'elle court très vite sous le microscope. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Pourquoi? Parce qu'elle a deux petits flagelles là, qui lui servent à nager, un ici et un ici, et qui lui permettent de nager très vite, y compris dans le tube digestif. Alors, c'est une bactérie un peu particulière. La plupart des bactéries s'accrochent à la muqueuse intestinale. Celle-ci, elle vit dans le mucus. Vous savez que vous avez la muqueuse, ensuite vous avez du mucus et ensuite vous avez le contenu intestinal. Et celle-ci, elle nage dans le mucus en fait parce qu'elle se nourrit du mucus intestinal. Et notamment chez les volailles, où elle est présente dans la flore quasiment naturellement chez les volailles, mais elle n'est absolument pas pathogène chez les volailles. Par contre, chez l'homme, un petit peu plus. Et alors, pourquoi on l'appelle la bactérie du week-end ou du barbecue? Parce que il y a une enquête qui a été faite au Royaume-Uni il y a quelques années maintenant, il y a 5-6 ans,
qui a montré que dans les hôpitaux, ils avaient plus de malades à Campylobacter le lundi et le mardi, et ce, juste après les premiers beaux jours. Donc ils se sont dit, il y a un truc, comme la durée d'incubation de la maladie, c'est à peu près 48 heures, ils se sont dit, ça c'est un truc, ils ont mangé quelque chose le samedi et le dimanche. Et en fait, on s'est rendu compte que... Alors, cette bactérie, en fait, elle est relativement nouvelle. Il y a 25-30 ans, nous, on a commencé à bosser dessus il y a 27 ans à peu près, 27-28 ans. Elle était à peine connue, on ne savait pas la détecter dans les aliments, on avait du mal à la détecter dans les selles chez l'homme. Elle était très très mal connue. Puis bon, on a développé des méthodes, donc on a trouvé qu'elle était présente, on a trouvé qu'elle était présente dans les aliments. Puis on a aussi eu des changements de consommation, d'habitudes de consommation des volailles. Hein. Il y a 30 ans, les volailles, c'était surtout la volaille entière qu'on mettait au four. Actuellement, il y a à peu près 80-85% des volailles qui sont découpées et qui sont vendues en cuisse, en escalope. Et ces produits-là, vous allez les cuire au barbecue. La carcasse, quand vous achetez un poulet entier, vous ne le faites pas cuire au barbecue, c'est trop long. Et puis, c'est pas vraiment fait pour ça. Vous le faites cuire au four et là, il n'y a pas trop de risque. Au barbecue, par contre, vous allez le manipuler avec les doigts, vous allez mettre un peu de marinade, etc. Et on va voir que c'est très directement lié au risque avec cette bactérie. Alors, l'autre truc de cette bactérie, c'est qu'elle a une faible dose infectante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait souvent plusieurs dizaines de milliers pour être malade, dizaines de milliers de bactéries pour être malade. Avec celle-là, si vous en consommez 500, vous avez des chances d'être malade. La dose infectante est très faible. Donc c'est aussi un autre facteur. Et alors pourquoi le barbecue, pourquoi les beaux jours et pourquoi le week-end? Parce que c'est plutôt le week-end qu'on fait des barbecues et c'est plutôt quand il fait beau. En ce moment, on a un peu moins envie de sortir pour faire un barbecue. Comme je le disais tout de suite, quand vous faites un barbecue, vous manipulez des viandes. Souvent avec les doigts, vous faites un peu de marinade. Combien d'entre vous, quand vous utilisez un plat pour saler, pour assaisonner la viande crue, que vous allez le faire cuire sur le barbecue, combien d'entre vous changent de plat avant de remettre la viande cuite dedans? Ou lavent le plat? Pas forcément la majorité. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? S'il y a des campylobactères à la surface de votre escalope que vous avez mis au barbecue, ils vont se déposer pour partie sur le plat. Vous allez cuire votre viande, les campylobactères qui étaient sur la viande, ils vont tous mourir parce que ça, au-delà de 65 degrés, c'est tué pendant quelques secondes. Hein. C'est une bactérie qui ne résiste pas à la température. Simplement, vous allez reprendre vos escalopes, vous allez les remettre dans le même plat et vous allez récupérer tous les campylobactères que vous aviez déposés dans le plat sur votre escalope cuite. Et comme la dose infectante est faible, s'il y en avait beaucoup au départ sur l'escalope, vous allez en récupérer suffisamment pour être malade. Alors, je vous rassure, ce n'est pas à tous les coups, sinon vous seriez malade à chaque fois. Et puis, bon, ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas souvent malade quand même avec Campylobacter, pas si souvent que ça. Donc ça veut dire que les gens ne travaillent pas si mal que ça, et surtout que les industriels qui produisent des escalopes de poulet ne travaillent pas si mal que ça parce qu'il n'y en a pas trop dessus. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y en ait pas des grosses quantités pour qu'on ne prenne pas ce risque de contamination croisée. Mais même chose, quand vous découpez une viande, quelle qu'elle soit, sur une planche à découper, avec un couteau, derrière, faites pas des carottes râpées sur la même planche, coupez pas vos tomates sur la même planche, parce que vous allez récupérer tout ce que vous avez mis sur la planche, sur vos tomates, sur vos carottes râpées. Donc ça, c'est juste de l'hygiène en cuisine qui permet de prévenir ça. Alors, on n'a pas ce problème avec le poulet entier, parce que le poulet entier, vous le mettez dans le plat, vous le mettez au four, et le plat, vous allez le cuire en même temps que le poulet. Donc, pas de problème de contamination croisée. Sauf dans les rôtisseries, où quand le rôtisseur, il a la mauvaise habitude de mettre les poulets crus au-dessus des poulets cuits, et qu'on a le jus des poulets crus, où il y a encore des campylobactères qui ne sont pas morts, qui va couler sur ceux du bas. Donc voilà, il faut regarder un peu comment travaille votre rôtisseur quand vous allez acheter des poulets en rôtisserie. Pour voir s'il travaille proprement, si quand il met les poulets à la broche, il se nettoie bien les mains après les avoir mis à la broche, avant de vous servir avec les doigts le poulet, ou s'il utilise une fourchette pour le faire. C'est important. Après, tout ça, c'est lié au fait que les campylobactères, ils vont transférer d'une surface, par exemple, vers les mains. On a 3 à 4% des campylobactères qui peuvent transférer. On a fait des essais, nous, pour essayer de modéliser tout ça, pour voir comment ça transférait d'une cuisse de poulet contaminée jusqu'à une planche à découper. Et on a ça dépend, hein, ça peut être moins de 0,1% des campylobactères qui vont passer sur la planche. Dans certains cas, ça peut être plus de 30%. Donc, si on n'a pas de chance et qu'ils ne sont pas bien attachés et qu'ils passent sur la planche, on va les récupérer sur l'aliment suivant qu'on va manipuler sur la planche. Si on ne lave pas la planche, si on lave la planche, pas de problème. Pour finir, je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que toutes ces bactéries, elles viennent du tube digestif.
et que le tube digestif et le contenu du tube digestif, ce qu'on appelle le microbiote, l'ensemble des microbes qu'on a dans le tube digestif, c'est un organe à part entière. C'est même l'organe du corps humain qui contient le plus de cellules. Puisque dans votre tube digestif, vous avez à peu près 10 000 milliards de bactéries, 10 puissance 13, entre 10, 12 et 10, 13. Donc c'est très important. Plus de 1000 espèces bactériennes, et que jusque-là, on ne savait pas trop bien ce qui se passait là-dedans. On ne sait pas encore tout, heureusement, parce que sinon on n'aurait plus de boulot, nous les chercheurs. Mais là-dedans, moi j'ai commencé ma carrière de chercheur en étudiant ce qu'il y avait dans le tube digestif des volailles pour essayer de trouver des solutions pour prévenir les salmonelles qu'on avait sur les volailles à l'époque, en donnant aux petits poussins des flores digestives d'adultes. En fait, hein. On les gavait avec du caca d'adultes. Et ça marchait très bien parce que c'est ce qui se passe dans la nature, en fait. Une poule pondeuse, quand elle pond son œuf, qu'elle le couve, quand le petit poussin est né, il est encore couvé par sa mère après la naissance parce qu'il a du mal à réguler sa température, etc. Quand il est couvé par sa mère, en fait, il est en contact avec les matières fécales de sa mère. Ce qui se passe chez tous les mammifères en allaitement, hein, qui sont en contact avec la flore de la mamelle et qui sont vite colonisés par ça. Et donc, moi, j'avais commencé à essayer de cultiver les bactéries de la flore digestive du poulet. Et bon, je me suis rendu compte que quand je foirais pas trop mes manips, j'arrivais à en cultiver 10% à peu près. Quand je foirais un peu les manips, c'était moins de 1%. Donc ça arrivait, et puis 9 fois sur 10, on foirait bien les manips quand même. Hein. Donc c'est pas facile à cultiver parce que ce sont des bactéries qui sont sensibles, qui sont tuées par l'oxygène en fait. Donc il faut travailler ça dans une boîte à gants hermétique où on met de l'hydrogène pour capter l'oxygène. Donc en plus c'est explosif, c'est assez dangereux. Et surtout ça marche pas très bien. Donc on n'a pas toujours les milieux de culture qu'il faut. Et puis la flore intestinale, elle va varier beaucoup avec l'âge. Hein. Chez un poulet, entre 0 et 30 jours, ça varie beaucoup. Chez un cochon, entre le moment où il naît, le moment où on fait le sevrage, et puis le moment où il atteint son âge adulte, ça varie effectivement aussi beaucoup. Chez un petit bébé, pareil. Hein. La flore d'un nourrisson qui est nourri exclusivement avec du lait maternel, la flore d'un nourrisson qui est nourri au biberon, et la flore d'un nourrisson qui commence à diversifier son alimentation, elle est complètement différente. Et c'est vrai que plus on arrive à allaiter longtemps, notamment au sein, plus on a de chances d'avoir un nourrisson avec une flore qui est relativement protectrice. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas diversifier et sevrer à un moment. Hein. Mais simplement, donc, la flore évolue beaucoup avec l'âge, avec l'alimentation, avec le mode de vie également. Hein. On a des choses qui font varier la flore indirectement ou qui font varier la protection qu'on a vis-à-vis des pathogènes. Quand vous prenez ce qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons, les antiacides en fait, qu'on prend quand on prend des anti-inflammatoires, soit des inhibiteurs de la pompe à protons, soit des antihistaminiques de type 2, toutes ces molécules qui sont très répandues, qu'on vous prescrit très souvent, en fait, elles vont vous rendre, il faut faire attention, parce que en quelques jours de traitement, elles vont vous rendre plus sensible aux bactéries. Pourquoi ? Parce qu'elles diminuent l'acidité de votre estomac, c'est pour ça qu'on les prend, pour ne pas avoir mal à l'estomac. Et l'acidité de l'estomac, c'est la première barrière contre les bactéries. Donc on va changer un petit peu les bactéries qui vont arriver dans le tube digestif avec ces choses-là. Par exemple, on sait qu'il y a une petite recrudescence des listeria en ce moment, parce que, et notamment, un des facteurs de risque, c'est l'utilisation de ces IPP, parce qu'en fait, on tue moins de listeria dans l'estomac. Et quand on en ingère, on peut être plus facilement malade. Maintenant, c'est un organe excessivement complexe et on apprend à le connaître un peu mieux. Et on a une technique maintenant qui s'appelle le séquençage profond. En fait, avant, quand on voulait séquencer une bactérie, c'est-à-dire déterminer la séquence de son ADN, sa carte d'identité génétique, il fallait isoler la bactérie, il fallait la découper en petits morceaux, séquencer chacun des petits morceaux. Il y a 15 ans, pour séquencer une bactérie, il fallait 1 an de travail pour un chercheur. Actuellement, on a des appareils qui nous permettent de séquencer une bactérie, enfin d'avoir tous les bouts de génome en moins de 24 heures. Donc 1 an, moins de 24 heures. Ça en 15 ans. Donc on a fait des progrès énormes. Et alors, par contre, après, on a changé de métier aussi. Maintenant, c'est plus des biologistes. Ce qu'il nous faut, c'est des bioinformaticiens. Parce que ça nous sort des séquences et puis il faut les remettre bout à bout. Et là, on a besoin d'informaticiens pour le faire. Parce que chaque fois qu'on fait une séquence, on génère 1 téraoctet de données. 1 téraoctet, c'est un disque dur du commerce plein. Donc, pour traiter ces données-là, il faut effectivement avoir des bons informaticiens derrière. Mais avec ces techniques-là, on peut séquencer tout ce qu'il y a dans le tube digestif, tous les gènes du tube digestif. Et avec ça, par exemple, on a réussi récemment, nos collègues de l'INRA ont réussi à montrer qu'il y avait un lien entre la composition de la flore digestive et le risque de diabète de type 2. C'est-à-dire que les gens qui ont un diabète, enfin ce qu'on appelait le diabète gras avant, etc.,
Le diabète qui apparaît, qui n'est pas génétique en fait, hein, héréditaire, et qui apparaît, enfin pas génétique en tout cas, et qui apparaît vers 40-50 ans, eh bien ce diabète-là, on peut trouver un lien direct avec la flore digestive. Et les gens qui ont un diabète, ou qui sont prédisposés à avoir un diabète, ils ont une composition de flore digestive très particulière, ils ont des gènes bactériens différents dans leur tube digestif. Donc ça, c'est une information intéressante. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas de la poule ou de l'œuf qui est responsable. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une flore comme ça qu'ils développent un diabète, ou c'est parce qu'ils ont des risques de diabète et un diabète qui commence à évoluer qu'ils ont cette flore-là? Donc c'est encore à creuser. On est en train de trouver des choses sur la maladie de Crohn, qui est une maladie d'inflammation chronique du tube digestif, qui est extrêmement difficile à soigner, qui est extrêmement invalidante pour les gens qui en souffrent. Et on est en train de trouver des liens entre la composition de la flore digestive et la maladie de Crohn. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer là-dessus et trouver des mécanismes pour faire varier cette flore digestive, pour rééquilibrer cette flore digestive. Alors, il y a des tas de fabricants de yaourts qui vous vendent ça, hein, qui vous disent qu'en mangeant leur yaourt, vous allez rééquilibrer votre flore digestive. C'est plus ou moins vrai, on va dire. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, avec ces méthodes-là, on va pouvoir un peu mieux appréhender les équilibres et les déséquilibres, et puis détecter les pathologies avant qu'elles apparaissent, surtout des pathologies graves comme ça. Donc c'était simplement pour dire qu'on n'est pas seulement un foie, une rate, un cerveau, on est aussi un tube digestif, et que le tube digestif, c'est quelque chose de très important, dont on a besoin, hein, parce que ces bactéries, elles nous fournissent aussi un certain nombre de vitamines qu'on n'est pas capable de synthétiser, par exemple. Elles nous aident à digérer certains aliments, mais elles sont parfois un peu nos ennemis. Alors un séquenceur, c'est ça, hein, juste pour vous dire qu'au laboratoire, on a des matériels très sophistiqués. C'est généralement une boîte grise avec un ordinateur à côté, hein, ça ne parle pas beaucoup. Le laboratoire est devenu quelque chose de pas très sexy en termes on manipule plus beaucoup de tubes en couleur ou de choses comme ça, on manipule beaucoup ce genre d'appareil. Voilà, mais pour vous donner un ordre d'idée quand même, hein, sur les performances de ces appareils, ça nous permet de... celui-là, par exemple, dernière génération, il nous permet de séquencer 100 milliards de bases azotées. La base azotée, c'est chaque lettre de l'alphabet qu'il y a dans notre ADN. Et on peut en séquencer 100 milliards. Un run, ça dure à peu près 8 heures. Hein. On arrive à séquencer 100 milliards de paires de bases en 8 heures. Donc ça fait des génomes qui sont très, très, très longs. Et donc on arrive à des performances avec ces appareils qui sont ceux que vous voyez dans les experts, les choses comme ça. Là, hein. C'est les mêmes qu'on utilise en identification des criminels. Bon, je vais passer là-dessus, mais simplement pour vous dire que ces nouvelles méthodes, elles vont nous permettre de détecter plein de choses et de se faire très très peur. Et puis que nous, notre rôle de biologiste, après le travail des informaticiens, c'est de dire ok, bon, ça c'est dangereux, ça l'est moins, la quantité importe aussi, et de ne pas faire peur à tout le monde avec tout ça.